Alors que le mercato a ouvert ses portes ce lundi, à Marseille on attend toujours la nomination du nouvel entraîneur. On devrait d'ailleurs connaître la décision de Conceição dans les prochaines heures ou dans les prochains jours en espérant qu'elle soit positive. Dans l'épisode d'aujourd'hui on va s'intéresser à pas mal de choses, on va parler de l'avenir de Vitinha, de Ruben Blanco, de Klose, d'un potentiel départ de Mumbagna 6 mois après son arrivée. On évoquera les pistes dans le sens des arrivées, la DNCG, des infos sur Sofiane Sidi Ali, Brice Samba, Miko Tadze et aussi globalement l'avenir des prêtés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite question pour vous, que faut-il faire concernant Samuel Gigot la saison prochaine? Est-ce qu'il faut le conserver dans la rotation ou alors faut-il le vendre cet été à 1 an de la fin de son contrat? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite cet épisode par une information très positive qui concerne la section féminine. On a appris que la FFF avait récompensé la section en leur attribuant le label d'école féminine de football or pour les progrès réalisés. C'est la distinction la plus importante et elle vaut jusqu'en 2026. Ça montre que le club va dans le bon sens en ce qui concerne les féminines, les matchs sont d'ailleurs régulièrement diffusés sur Twitch. Concernant la DNCG, la Provence précise que l'OM a rendez-vous la semaine prochaine. Ça peut être une source d'inquiétude parce qu'on n'aura pas les revenus de la Coupe d'Europe, on entend un peu partout qu'il faut réduire la masse salariale, et on se souvient qu'elle était surveillée par la DNCG à partir du moment où on ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions la saison dernière. La bonne nouvelle, c'est que la direction serait plutôt confiante, McCourt devrait faire de nouveaux investissements et il y a également les 50 millions de CVC qui vont tomber. Il y a eu les revenus de la campagne européenne 2023-2024, mais la saison prochaine, en revanche, on ne pourra pas compter là-dessus. Côté organigramme, la Provence nous apprend que Jean-Jacques Edli travaille pour l'OM depuis plusieurs semaines, il est maintenant observateur du club en Côte d'Ivoire. C'est une information qui surprend parce qu'il avait joué le rôle d'intermédiaire lors de l'affaire VAOM, il a même été condamné à 1 an de prison avec sursis et à 10 000 francs d'amende. Il a sorti un livre en 2006 pour donner ses vérités sur l'ère tapis. Derrière il y a eu 2 procès pour diffamation, donc ça montre la complexité de l'histoire. RMC Sport précise que Pablo Longoria lui a tendu la main car il était dans une situation personnelle parfois compliquée. Il serait en collaboration avec l'OM mais sans avoir intégré le club à proprement parler, comme le rappelle RMC. Petite information concernant Amin Harit, le milieu offensif n'est plus appelé par Walid Regragui depuis la CAN. Le sélectionneur marocain s'est exprimé sur son absence en affirmant qu'il avait déjà un profil de joueur de percussion avec Elias Benseguir, et qu'il avait plutôt choisi de prendre Brahim Diaz en numéro 10 plutôt qu'Amin Harit. En plus on le sait, la fin de saison d'Amin Harit n'a pas été fabuleuse, notamment dans le réalisme et dans les derniers mètres. En sélection, c'est pas toujours flamboyant non plus malgré les qualités qu'il est capable d'apporter. Dans l'un des derniers épisodes, on a évoqué la piste Brice Samba, l'information expliquait qu'il avait été proposé à l'OM, alors on avait quand même tempéré tout ça en précisant que ce serait cher en indemnité, il voudrait une belle revalorisation salariale donc ça reste un transfert coûteux, tout en sachant qu'il faut d'abord trouver une porte de sortie à Pau Lopez si on veut concrétiser tout ça. Une information confirmée par la Provence qui concède malgré tout que Brice Samba se serait bien vu revenir à Marseille, mais l'opération est trop coûteuse pour les finances du club. Le quotidien précise même qu'il n'a pas du tout été proposé ces dernières semaines, contrairement à l'info qu'on avait relayée il y a quelques jours. Justement, puisqu'on est sur les gardiens, Mohamed Toubachter a expliqué dans un space que Pau Lopez pourrait être l'un des premiers joueurs à quitter le club cet été. La direction aurait décidé de recruter un gardien expérimenté qui puisse tenir le vestiaire. C'est une information qui se tient, cette saison il a alterné entre le bon et le moins bon. Perso, je pense que c'est le bon moment pour faire un changement à ce poste-là. Il l'a dit lui-même, dans l'idée il aimerait rester, mais si la direction ne compte plus sur lui, il partira. Bien sûr, le coach qui va arriver se prononcera sur l'avenir de tel ou tel joueur. Pour le moment, c'est un peu tôt pour être fixé sur son mercato, donc à voir ce qu'il va se passer. Ruben Blanco pourrait aussi partir cet été, Fabrizio Romano affirme qu'il intéresse Villarreal et que des discussions vont avoir lieu entre les deux clubs, Marcelino apprécie son profil et aimerait le faire venir cet été. Pour rappel, Blanco a encore 2 ans de contrat à Marseille, il a été recruté pour 1,5 million l'été dernier, et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il gagne 200 000 € par mois. Un salaire exorbitant pour une doublure qui a joué 13 matchs en 2 ans, il gagne 2 fois plus que Balerdi pour une importance bien moindre dans l'effectif. Forcément, quand on parle de la masse salariale, il faut réduire la voilure, donc on pense tout de suite à un salaire comme celui de Ruben Blanco. Sans Coupe d'Europe, il y aura sans doute pas de turnover, et dans ce cas de figure, je préfère avoir un jeune gardien en numéro 2 pour jouer les premiers tours de la Coupe de France. Seulement à l'heure actuelle, je suis pas persuadé que Van Neck soit prêt à jouer ce rôle-là. Simon doit lui être prêté pour avoir un temps de jeu régulier, et Dosso devrait malheureusement partir libre, donc à voir ce qu'il va se passer pour ce poste de gardien, mais le trio ne sera sans doute pas le même la saison prochaine.
Sur l'avenir des indésirables en commençant par Paul Lirola, la Provence affirme qu'il est prêt à plier bagages, il donne sa priorité à un départ en Italie, la Serie A lui réussit bien parce qu'il a été performant à Sassuolo, avec la Fiorentina et sans être hyper éclatant, son prêt à Frosinone a été bien plus réussi que celui à Elche la saison précédente. À voir maintenant sous quelle forme il partira, sa valeur marchande est en chute libre, Transfermarkt l'évalue à 1,8 million d'euros alors qu'il a été acheté environ 13 millions. En termes de salaire, il est autour d'1,5 million par saison, c'est un coût important sachant que Frosinone ne prenait en charge qu'un tiers du salaire la saison dernière. Si c'est un transfert définitif, ça nous permettrait de libérer un peu de masse salariale et de récupérer une petite indemnité par la même occasion, même s'il faut pas s'attendre à une fortune non plus. Pour Amavi, la Provence explique que la direction aimerait s'en débarrasser pour alléger la masse salariale, mais c'est pas gagné, ça on s'en doute. On en a souvent parlé dans Focus sur les prêtés, il touche 250 000 € par mois, il lui reste un an de contrat, à mon avis il n'aura plus un salaire aussi important dans sa prochaine aventure, donc je pense qu'on partira comme tous les étés sur un prêt avec une prise en charge du salaire qui sera certainement très inéquitable, puisque l'OM continue d'en payer la majeure partie chaque saison. En tout cas, Amavi attend de son côté que le club lui trouve une solution, mais la direction aimerait régler le dossier avant la reprise début juillet. Sans surprise, la Provence confirme que Conrad de la Fuente n'entre plus dans les plans, c'est déjà le cas depuis 2 saisons et finalement son prêt à Eibar est très mitigé malgré quelques fulgurances. D'ailleurs, faut bien garder à l'esprit que sa saison n'est pas terminée, il reste la demi-finale retour des barrages et potentiellement la finale aller et retour pour les barrages de promotion en Liga, donc à suivre. Il n'aura plus qu'un an de contrat à son retour à Marseille, un petit transfert avec éventuellement un pourcentage à la revente ça pourrait être intéressant, c'est un joueur qui aura sans doute des prétendants et son salaire n'est pas le plus handicapant pour lui trouver un club, même si quoi qu'il en soit, il n'a plus porté le maillot olympien depuis février 2022, donc l'idéal serait de trouver une solution définitive pour économiser tout son salaire. Autre joueur cité parmi les indésirables d'après les infos de la Provence, François-Régis Muguet. Son prêt à Dunkerque n'a pas eu les effets escomptés parce qu'il a été blessé 2 mois, il n'a joué que 5 matchs sans avoir eu l'occasion d'être titulaire, alors je suis pas vraiment d'accord avec le terme indésirable pour Muguet, c'est un joueur de 19 ans qui a besoin de jouer régulièrement, les 6 derniers mois ont été compliqués mais il a montré des choses prometteuses, il a besoin d'apprendre pour développer son potentiel, il est sous contrat jusqu'en 2028 donc lui trouver un prêt pour la saison prochaine c'est une bonne idée, mais parler d'indésirable ça me semble vraiment exagéré. Au centre de formation, Sofiane Sidi Ali serait courtisé par plusieurs clubs d'après la Provence, Aubagne se serait renseigné sans succès, Annecy a même discuté avec la direction de l'OM mais Sidi Ali a refusé l'offre, en Ligue 2, Bastia et Dunkerque sont intéressés par lui, tout comme Dijon en National. A priori, Sidi Ali est satisfait de son contrat à Marseille, la direction n'est pas opposée à son départ pour service rendu mais demande à ce que la décision soit rapidement prise pour préparer la saison prochaine. Perso, je trouve que c'est un joueur hyper important pour la réserve, il avait été excellent sur la deuxième partie de saison 2022-2023 avec 10 buts en 12 matchs. Cette saison il a eu des pépins physiques, il a aussi fait quelques apparitions dans le groupe pro donc il a moins joué avec la N3. S'il reste ce serait une excellente nouvelle pour la réserve mais c'est un joueur qui a eu une carrière atypique, qui a connu des hauts et des bas. Ça me ferait plaisir de le voir jouer en Ligue 2 ou en National parce que sa carrière n'a pas été facile. Ça m'a d'ailleurs fait plaisir de le voir entrer en jeu avec les pros contre Monaco et face au Havre. On reparlera sans doute de Sidi Ali dans une vidéo dédiée, j'avais déjà commencé à bosser sur la vidéo il y a 1 mois ou 2, donc je pense qu'on en parlera avant la reprise. Concernant Jonathan Clauss, on a souvent parlé de son avenir dans les derniers épisodes avec des sons de cloche différents. On a notamment entendu parler d'une dernière année avant un départ libre ou d'un transfert cet été parce qu'une prolongation n'est visiblement pas dans les tuyaux à l'heure actuelle. Il a eu l'occasion de s'exprimer clairement sur les événements du début d'année, une déclaration assez surprenante parce qu'il dit qu'il aurait aimé être prévenu qu'il y avait un problème, il voulait qu'on lui dise clairement les choses pour pouvoir rectifier le tir mais il a décidé de prendre sur lui et de faire ce qu'il fallait pour inverser la tendance. Une déclaration surprenante parce que Benassia a expliqué publiquement que Clauss avait été recadré à plusieurs reprises par Gattuso à cause d'une attitude parfois limite. Après effectivement, Benassia avait remis de l'huile sur le feu alors que Longoria avait clos le débat quelques heures plus tôt, c'était pas forcément nécessaire. Sur son avenir, Clauss explique qu'un départ est envisageable si tout le monde y trouve son compte. Il ajoute que la question va être évoquée et qu'ils vont en discuter en toute sérénité pour déterminer tout ça. Personnellement, je pense qu'un départ c'est la meilleure solution. Il est en fin de contrat dans 1 an et ce serait vraiment une erreur de le voir partir libre alors qu'il a une certaine valeur marchande et qu'il est international français. On pourra pas en tirer un prix phénoménal mais ça nous permettra de récupérer quelques millions cet été puisqu'il aura des prétendants à coup sûr. Après de son côté, il y a aussi potentiellement la tentation de partir libre pour toucher une belle prime à la signature à l'été 2025, donc à voir ce que nous réservera le mercato. Le journaliste turc Ali Nassi Kouchouk affirme que Galatasaray discute avec l'OM pour recruter Jonathan Clauss, seulement Santi Aouna a vite tempéré l'information en expliquant que Clauss n'était pas une priorité pour le club turc à l'heure actuelle. C'est pas une piste totalement délirante parce qu'ils vont jouer la LDC
encaisser la saison prochaine, ils sont champions en titre, à voir maintenant s'ils vont faire une offre cet été. Après Alexis Koum il y a quelques jours, c'est maintenant Tristan Bichet qui va signer son premier contrat pro à l'OM d'après le Patriote Beaujolais. L'attaquant de 19 ans a tapé dans l'œil des recruteurs quand il jouait à Villefranche, il a été mis à l'essai et ça a été concluant. Il devrait d'abord jouer avec la réserve en N3 avant de viser plus haut. Laurent Combarel, qui était son coach en R1, explique que l'OM mise vraiment sur lui. Apparemment il n'a jamais joué en U17 et en U19 nationaux alors que plusieurs clubs le convoitaient mais ils ont décidé de le garder pour sa progression. Il a beaucoup travaillé et maintenant il a signé son premier contrat pro à l'OM, hâte de voir sa progression. Parmi les départs potentiels, la Provence nous dit que Faris Moumbagna pourrait déjà quitter le club 6 mois seulement après son arrivée. Il est très marqué par l'agression dont il a été victime aux côtés de Jean Onana et de Bamo Meïté. C'est une réaction totalement logique, totalement compréhensible parce que c'est une grave agression. Heureusement, les 3 joueurs n'ont pas été blessés, mais c'est forcément très traumatisant, donc c'est normal que ça vienne remettre pas mal de choses en question. En revanche, si on parle que de l'aspect sportif, j'aimerais le voir rester. C'est un bon attaquant qui doit enchaîner les matchs et marquer pour engranger de la confiance. À la base, la direction voulait le faire venir cet été, mais ils ont anticipé parce qu'il y avait une opportunité, et le départ de Vitinha qui libérait une place en attaque. J'ai envie de le voir sur une saison complète avec un contexte collectif différent, plus apaisé, un nouveau coach et une prépa avec le groupe. Justement, pendant qu'on parle des attaquants, la Provence fait aussi le point sur l'avenir de Vitinha. Le quotidien régional confirme qu'il y a des négos entre l'OM et le Genoa pour évoquer un nouveau prêt, seulement on comprend en lisant l'article qu'on parle plutôt d'un prêt sec, visiblement sans option d'achat. La direction marseillaise n'envisage qu'un transfert pour le moment, la situation actuelle nous pousse à réduire la masse salariale et à réaliser des ventes pour recruter cet été. L'idéal serait un prêt avec option d'achat obligatoire, sur les 6 derniers mois l'option était autour de 25 millions d'euros, ça aurait été la vente la plus importante de l'histoire du Genoa et je pense pas que c'était justifié au vu des 6 mois qu'il a réalisé. Je pense qu'une option d'achat obligatoire à 15 millions d'euros serait bien plus raisonnable et nous assurerait un transfert définitif en fin de saison. On l'a lu un peu partout, Vitinha n'a pas été très élogieux envers l'OM dans les différents entretiens qu'il a réalisés. Je le vois mal revenir pour s'imposer, donc la meilleure solution serait d'aboutir sur un transfert définitif cet hiver. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce qu'il montrait à Braga, mais à Marseille c'est beaucoup plus poussif. Concernant Aubameyang, l'équipe expliquait vendredi qu'il semblait parti pour rester à Marseille. L'attaquant gabonais serait conscient que seul un club d'Arabie Saoudite pourrait lui offrir un salaire plus important qu'ici. À noter qu'il touche 7,8 millions d'euros annuels et il ne compterait pas demander de revalorisation pour rester. En revanche, il pourrait exiger quelques garanties sportives, notamment le fait d'être mieux entouré la saison prochaine. Ça me semble juste normal pour mettre notre attaquant dans les meilleures conditions pour performer. Attention quand même aux intérêts saoudiens qui peuvent faire réfléchir les joueurs. Il y a 2 semaines, l'équipe parlait d'un intérêt du club saoudien d'Al-Shabaab, mais à voir si ça va se matérialiser par une offre concrète. Pour Samuel Gigot, son avenir n'est pas encore totalement acté à 1 an de la fin de son contrat. Il sort d'une saison très compliquée dans les performances. À mon sens, si tu veux passer un cap, c'est plus intéressant de mettre une charnière Bemba-Balerdi. Il y a des rumeurs qui disaient que la direction pensait faire signer un défenseur central de top niveau, mais c'était il y a quelques mois maintenant et sans Coupe d'Europe ça va être plus compliqué. En 3ème dans la hiérarchie et pour concurrencer les 2 premiers, je garderai Bamo Meïté qui a montré des choses prometteuses. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Gigot, son agent a déjà balayé une destination potentielle. Il explique au micro de RB Sport qu'il n'a reçu aucune offre russe pour son joueur. Il s'est surtout montré très clair, Gigot jure fidélité au Spartak Moscou, il ne jouera pour aucun autre club du championnat russe. C'est un joueur qui aura sans doute des prétendants, à voir s'il changera de club cet été, mais ça me semble être la meilleure issue après une saison en demi-teinte. Côté arrivée, plusieurs pistes sont sorties ces dernières heures. La première mène à Gabriel Suazo. Desportes Chile explique que le latéral gauche toulousain plaît à la direction de l'OM. On n'est pas les seuls sur le coup parce qu'il y a aussi Everton et Lyon qui font partie des prétendants. A priori, il veut quitter Toulouse pour passer un cap, mais l'idée serait de rester en France pour franchir un palier supplémentaire. Transfermarkt l'estime à 3,5 millions d'euros à 2 ans de la fin de son contrat. Toulouse va pas le brader pour autant. Sa cote peut aussi évoluer selon ses performances avec le Chili à la Copa. Ça peut être une bonne idée pour notre côté gauche en cas de départ d'Ulysse Garcia avec l'objectif de concurrencer Quentin Merlin. Face à la presse, Suazo a botté en touche en expliquant que le mercato venait tout juste de commencer et qu'il se concentrait à 100% sur le Chili et la Copa América avant de se prononcer sur son avenir. Offensivement, Maroc Foot parle d'un intérêt pour Ayoub El Kabi. L'attaquant marocain vient de remporter la Conference League avec l'Olympiakos en marquant le but victorieux. Il sort d'une saison à 33 buts et 3 passes D, c'est vraiment excellent. Transfermarkt l'évalue à 5 millions d'euros, même s'il partira pour une somme supérieure à mon avis après la saison qu'il vient de réaliser. En tout cas, pour revenir à l'information, il y aurait des discussions entre l'OM et El Kabi. Elles seraient plutôt positives d'après les infos de Maroc Foot, mais encore une fois, il faudra attendre la nomination du coach pour qu'il se prononce sur les joueurs ciblés. En tout cas,
ce serait pas une mauvaise idée, c'est un bon attaquant qui a un bon ratio avec la sélection marocaine, 22 buts en 45 sélections et qui vient de faire une excellente saison en Grèce. En termes d'indemnité, ça reste faisable, sur le plan salarial il touchait 1 million d'euros par an avec l'Olympiakos, son contrat court jusqu'en juin 2025, à voir maintenant si son profil plaira au prochain coach, mais c'est une opportunité intéressante en cas de départ en attaque. Dans les épisodes précédents, on a évoqué la piste Lilian Brassier qui serait liée à l'arrivée de Conceição puisqu'il apprécie beaucoup son profil et avait déjà tenté de le faire venir quand il était à Porto. Un départ à Marseille pourrait tenter Brassier, mais il faudrait payer entre 10 et 15 millions d'euros pour convaincre Brest. Les nouvelles ne sont pas très positives aujourd'hui, le Télégramme nous dit que Brassier ne compte pas s'éterniser en France et qu'il se verrait plutôt en Allemagne ou en Italie la saison prochaine. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par lui, Mönchengladbach, Leipzig, Fribourg, Wolfsburg et Stuttgart en Allemagne, Milan et Bologne en Serie A, sa priorité irait à l'un des deux championnats, donc à voir. Offensivement parlant, RMC confirme que l'OM fait partie des prétendants pour Miko Tadze. Le buteur géorgien s'est exprimé pour le média local GeoTeam. Il a confirmé qu'il resterait en France, qu'il ne savait pas encore dans quel club, mais que tout serait bientôt clarifié. Sébastien Denis de Foot Mercato tempère un peu l'intérêt de l'OM en expliquant que c'était très cher et que l'OM n'était pas le club le mieux placé. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, il semble surtout se diriger vers Monaco qui est le favori, ou éventuellement à Lyon parce qu'il est passé par le centre de formation, et il a peut-être envie d'enfin porter le maillot lyonnais en professionnel. A voir ce que ça va donner, mais on n'est pas le club le plus avancé sur ce dossier, tout en sachant que l'absence d'entraîneur rend notre projet très flou à l'instant T. L'équipe fait le point sur le dossier Conceição, a priori il y aurait eu des avancées ces derniers jours, le coach portugais a été très marqué par son départ tendu de Porto, c'est ce qui aurait ralenti les négociations, mais elles ont repris en milieu de semaine dernière. Le quotidien précise qu'elles se font dans le calme et qu'aucune deadline n'a été fixée pour ne pas le brusquer. La direction lui a proposé un beau contrat de 3 ans, Conceição veut se reposer un peu pour digérer son départ de Porto, Longoria veut lui boucler son arrivée le plus rapidement possible, mais ça avance lentement. Fabrizio Romano affirme de son côté que Baroni va devenir le nouveau coach de la Lazio et que Conceição n'a jamais été proche du club romain. Sébastien Denis de Foot Mercato confirme que la direction travaille à fond pour boucler son arrivée. C'est toujours le dossier prioritaire, mais ça reste très complexe. Comme il le dit très bien dans son tweet, la seule chose à faire c'est de patienter et de croiser les doigts. Le journaliste Michael Rincon explique lui que c'est une question de temps et qu'il faut simplement être patient. Mercato 1893, qui est considéré comme une source fiable au Portugal, nous dit que Conceição a demandé à Pep de rejoindre son staff à Marseille, mais le défenseur central a refusé puisqu'il ne compte pas encore prendre sa retraite. La situation n'avance pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo sur les derniers jours, il n'y avait pas grand chose dans l'actualité, et on est toujours dans l'attente, même si le point positif c'est que la menace Lazio s'est considérablement éloignée, maintenant tout est entre les mains du coach portugais. Foot Mercato a quand même évoqué un plan B il y a quelques jours, et la piste de repli mènerait à Ivan Juric. Il est en fin de contrat avec le Torino, et il se serait proposé à la direction marseillaise. C'est une piste qui pourrait être lancée en cas d'échec pour Conceição. Il vient de passer 3 saisons au Torino en finissant 11e, 9e et 10e, donc globalement c'était toujours en milieu de tableau. En revanche, il prône un jeu offensif en évoluant systématiquement en 3-4-2-1 ou en 3-4-1-2. C'est un dossier moins complexe parce qu'il se serait proposé, ça montre qu'il est intéressé et en plus il est libre de tout contrat. C'est une solution de repli, donc j'espère qu'on n'aura pas à y recourir et que Conceição deviendra notre nouveau coach. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode qui a été plus long que d'habitude. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour aider au référencement, c'est vraiment super important. Merci à tous ceux qui y pensent. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Gigot en commentaire. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.